Bon, bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de digérer en douceur en parlant un peu d'Office 2010. Alors, je vais me livrer peut-être juste avant de commencer. Je vais lancer voilà, l'enregistrement par un tout petit sondage et après je vous embête plus. Je voudrais savoir que, parmi vous, dans vos environnements, quels sont ceux d'entre vous qui donc, sont actuellement déployés avec de l'Office 2007, voire 2010. Allons-y gaiement. 2007 ou 2010, c'est votre dernier mot. Donc on voit, voilà. 5. 2003. Ok, et antérieur à la version 2003, bon, on a un panorama assez réparti et on va voir un petit peu en détail. Alors, juste en introduction, Microsoft souhaitait remercier son partenaire DataPlus publiquement. Donc voilà qui est fait. Donc DataPlus nous rejoindra d'ailleurs vers la fin de cette présentation pour vous dire deux mots de leur activité. Alors, l'agenda de cette présentation, comme vous le voyez, on va faire en fait trois parties. Une première partie qui est plus de l'ordre de l'information qu'on va vous passer sur l'investissement technique qui a été fait en amont par Microsoft autour du développement de cette version de la suite bureautique. Donc, c'est quelques chiffres et deux, trois éléments, j'allais dire, qualitatifs. Ensuite, une partie, j'allais dire, pas originale, quoique, pour vous, autres professionnels d'informatique. L'idée, c'est quand même de revenir assez rapidement, mais sur quelques grands faits principaux fonctionnels, quels sont les apports d'Office 2010, avec des démonstrations. Parce que parfois, dans vos environnements, vous avez à justifier ou à expliquer à vos utilisateurs pourquoi vous leur changez les versions de bureautique. Donc l'idée, c'était aussi de vous donner des arguments, de faire comprendre la valeur de la bureautique au travers de deux, trois arguments et deux, trois faits bien précis. Et dernière partie, bien évidemment, et on fera aussi des démonstrations, c'est de voir, en tant que professionnel informatique, de quels outils nous disposons pour gérer les risques liés à la bureautique, maîtriser le déploiement et les opérations autour du poste de travail bureautique. Donc voilà un petit peu le programme est annoncé. Donc ce que je propose, c'est de commencer par ces quelques éléments d'information sur les investissements que Microsoft a fait sur Office 2010. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont testé la bêta, ils ont pu peut-être constater que dès la phase bêta, en fait, la plateforme était quand même assez solide. Et on va voir pourquoi. Microsoft a beaucoup travaillé sur la solidité de ce logiciel, comme il le fait depuis environ les années 2002-2003. C'était l'initiative Trustworthy Computing, j'en dirai deux mots. Donc pas mal de choses autour de la solidité du logiciel en lui-même. Amélioration des performances et de la sécurité, là aussi des éléments assez intéressants. Et puis on a vu ce matin la présentation, pour ceux qui sont dans cette salle, de Malek Kemous sur la BI. On voit que maintenant, avec la généralisation, la banalisation des scénarios décisionnels, on va avoir aussi peut-être parfois besoin de puissance sur le poste de travail. Et les améliorations de performance prennent tout leur sens ici. On va reprendre deux, trois éléments. Et puis bien évidemment, investissement technique, c'est sur les facilités de déploiement. Vous allez voir même maintenant qu'il y a des nouvelles modalités de déploiement qui apparaissent. On parle beaucoup de virtualisation d'applications. J'en toucherai quelques mots dans le chapitre final de cette présentation, parce que vous avez de nouvelles options de déploiement de la bureautique qui sont assez intéressantes pour vous adapter à différents contextes. Donc côté solidité, alors ça se manifestait pour les bêta-testeurs. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ça. C'est SunDeSmile, initiative donc anglo-saxonne, pilotée par Microsoft Corp. Mais l'idée, c'était de dire, laisser la possibilité aux bêta-testeurs de remonter des commentaires de façon automatique. Donc ça a occasionné pas loin de 2,4 millions de commentaires. Donc c'est un lot de commentaires quand même assez colossal. Mais c'est par ce genre de bêta-test très très large, bien que l'on peut remonter progressivement la stabilité de la suite logicielle pendant les quelques mois que dure une bêta. Largeur de la bêta, vous voyez aussi un chiffre qui parle de lui-même, je pense. 8,6 millions de bêta-testeurs. Donc les chiffres sont tellement hauts d'ailleurs qu'on peut se dire oui, ça correspond à quoi? Voilà, c'est déjà 4 fois plus qu'Office 2007. Donc on est dans des dimensions où normalement on est en train de pister quand même pas mal des problèmes qui peuvent survenir avant même qu'il y ait des déploiements entreprises. Donc là c'est aussi une bonne preuve de solidité globale. Et puis, et ça c'est une constante dans tous les produits entreprises de Microsoft, maintenant dès la phase bêta et avant même que le code soit dit RTM, c'est-à-dire Release to Manufacturing, eh bien Microsoft conduit des programmes d'adoption rapide. L'expression est là. Adoption rapide, c'est de dire à certains de ses clients, eh bien, essayez tant que possible de déployer en amont de la phase finale le produit. Alors il y a des retours par rapport à ça en termes commerciaux, mais ça permet aussi à Microsoft de voir en environnement réel
comment se comporte le déploiement. Et on imagine bien que pour nous, professionnels d'informatique chargés du déploiement, la partie bêta-test aussi des outils de déploiement et de maintenance est aussi importante. Donc ces TAP et RDP, Rapid Deployment Programme, ont tout leur sens à ce niveau-là. Sur l'amélioration de la sécurité et les performances, le code, en fait, à la limite, vous voyez que la partie émergée de l'iceberg, c'est les résultats, hein, mais il y a beaucoup de travail en amont. Microsoft a beaucoup travaillé sur Excel, notamment, puisque le modèle objet d'Excel a déjà été changé entre 2003 et 2007, et il s'est affiné. Enfin, ça ne se voit pas, hein, pour vous, développeurs, par exemple, ou mainteneurs d'applications, ça ne se voit pas, mais derrière, il y a beaucoup d'efforts. Donc, modèle objet qui a changé à ce niveau-là, et ça se traduit par, vous voyez, des performances, des accroissements de performance assez impressionnants, puisque pour tout ce qui est calcul, création de graphes dans Excel, c'est 90 fois plus rapide que dans Office 2007, dans Excel 2007. Voilà, ça c'est des faits. Et ça tient compte d'une constante, enfin d'une tendance, pardon, pas d'une constante, d'une tendance qu'on constate dans les entreprises, c'est l'utilisation de plus en plus forte d'Excel en outil d'analyse par des populations qui ne sont pas forcément des gens qui sont chargés de faire du décisionnel, j'allais dire quelques personnes de l'organisation, mais finalement une banalisation de tous ces scénarios d'analyse et décisionnels. Donc Excel, très important. Le fait qu'il y ait des améliorations de performance, là aussi très très important et très confortant dans un choix de bureautique. Côté sécurité et performance, là c'est purement performance, le support des architectures matérielles multicœurs, accélération graphique, parce que pour calculer des graphes, en fait c'est pas magique, hein. Si les graphes, il y a des performances qui sont affichées ici, c'est aussi parce qu'on profite de tout ce qui est accélération matérielle, donc utilisation du GPU directement. Et puis performance, là c'est clé, totalement important, c'est la première version d'Office qui est aussi livrée en 64 bits. Et pour vous, ça a, je pense, pas mal de sens parce que les plateformes sont là aujourd'hui, les plateformes matérielles, elles sont complètement banalisées. Simplement, jusqu'à présent, par exemple, on avait tendance à déployer des systèmes d'exploitation client 32 bits parce qu'on ne trouvait pas tous les pilotes. Hein. Les pilotes sur la place du marché en 64 bits n'étaient pas forcément très répandus. C'est fini maintenant. Donc si vous regardez, essayez de faire des pilotes autour de Windows 7 notamment, vous verrez que vous n'avez pratiquement plus aucune retenue sur le déploiement de plateformes 64 bits côté poste de travail. Et derrière, comme maintenant vous avez une bureautique 64 bits, on passe dans des dimensions en termes de performance assez impressionnantes. Et donc des scénarios utilisateurs, alors il ne s'agit peut-être pas non plus de le déployer sur l'ensemble des utilisateurs, mais pour un coût de licence équivalent, totalement équivalent, là il y a des nouveaux scénarios qui s'ouvrent assez impressionnants, puisque bien sûr on a des capacités de calcul qui n'ont rien à voir, ou d'adressage mémoire qui n'ont rien à voir sur ce type de machine. Et pour les mêmes fonctions bureautiques, c'est qu'à la limite les scénarios restent les mêmes, mais d'un seul coup on a tout un autre ordre de grandeur supérieur sur les différentes performances. Bon, on va le détailler, je vous ferai des démonstrations. Il y a tout un axe sécurité aussi qui a été renforcé, parce qu'on le sait bien depuis, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 98, ce fameux virus Visual Basic, I love you. Donc la boîte de Pandore s'était ouverte à ce niveau-là. Donc la bureautique est bien évidemment aussi visée, voire plus que la messagerie électronique. Microsoft est aussi particulièrement visée. Donc il fallait constamment améliorer la sécurité. Vous allez voir, il y a des choses assez nouvelles. Et je les présente aussi pour que vous puissiez les expliquer à vos utilisateurs, parce que parfois, ça impacte les scénarios utilisateurs, il faut bien le dire. Voilà ce bref premier chapitre sur les investissements, mais néanmoins, vous voyez des choses très importantes. Je dirais déjà, pour retenir une première conclusion, moi je pense que c'est le 64 bits qui, stratégiquement, pour une entreprise, une organisation, est là, est clé. C'est cette ouverture et des architectures qui sont quand même très très modernes. Alors je vous l'ai dit, ce que l'on se propose ici, même si je sais bien que dans l'assistance, vous êtes tous des professionnels et pas des utilisateurs finaux, j'allais dire, n'empêche, vous avez parfois des comptes à rendre en interne, il faut pouvoir comprendre le rôle de la bureautique, c'est-à-dire pourquoi faire tel choix, pourquoi on déploie, pourquoi j'explique à mes utilisateurs que je mets du 2010 alors qu'ils ont du 2003. Donc je vous propose de revenir brièvement sur le vaste sujet qu'est la bureautique et essayer de l'exprimer par des arguments, par des phrases simples, entre guillemets, si c'est possible. Voilà. Et le vaste sujet de la bureautique, j'essaye de le résumer ici en 2 diapositives, en fait, mais ça ne va pas vous emmener très loin. Le sujet que l'on a en face de nous, quand on a des organisations de N personnes, c'est de remarquer, tout d'abord, ça se part par des constats, c'est que certes, on leur met avant tout sur le poste de travail des outils de productivité individuelle, hein, j'en touchais 2 mots hier en session plénière, donc un tableur, traitement de texte, etc., pour leur efficacité, leur productivité individuelle, mais heureusement ou malheureusement, enfin de toute façon c'est la réalité humaine, les scénarios de travail tout seuls ne s'arrêtent pas par une cloison et derrière il y aurait par exemple les scénarios de travail collaboratif qui seraient complètement isolés.
Ça, c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Quand on travaille tout seul et que d'un seul coup on se met à travailler à plusieurs, bah, c'est une continuité de scénario qui doit s'exprimer dans les outils de travail. Et la bureautique en fait partie. Hein, il y avait, puisque j'aime bien les chiffres, hein, je souligne ici à ce niveau-là, encore une étude qui avait été faite qui montrait qu'un tiers du temps passé sur un poste de travail par un utilisateur, c'est sur la bureautique. Donc on voit quand même que ces scénarios prennent du temps, il faut y penser. Donc ça, pour nous, quand on choisit une bureautique, déjà ce premier constat, ça pose question. C'est-à-dire qu'on imagine bien que la bureautique va présenter des choses relativement complexes en termes de capacité, mais qu'il faut rendre simple à l'utilisateur. C'est le premier message que je voulais passer. Deuxième gros problème qu'on a, enfin, en tant que, pour faire du choix de la bureautique, c'est que si on pose la question à chacun, et on pourrait faire un sondage ici dans la salle, comment utilisez-vous la bureautique, Office par exemple? Bah, certains d'entre vous diront, moi je ne fais que lire des documents. D'autres diront, moi je n'utilise que le tableur, parce que je fais beaucoup d'analyse. D'autres diront, bah moi j'édite des documents et je fais un peu d'analyse. D'autres, ce sera un peu de tableur. Et puis en fait, même si on parle d'un applicatif, il y a pratiquement autant de typologies d'usage qu'il y a d'utilisateurs. Donc vous n'allez pas déployer une bureautique par utilisateur. Vous allez déployer en fait une bureautique unique pour tout le monde. Donc vous imaginez pour un éditeur comme Microsoft, le dilemme qu'il faut, enfin les réflexions qu'il faut avoir pour qu'il y ait à la fois une bureautique sur le marché, mais qui correspondent à l'ensemble des profils d'usage de l'ensemble des entreprises et de l'ensemble des utilisateurs. Donc là, le sujet est là, est posé sur la table, et la réponse, vous la connaissez peut-être déjà, mais en fait, on continue la réflexion. Donc, une seule bureautique pour des millions d'utilisateurs, potentiellement, ça veut dire que si on prend le cahier des charges, enfin la liste de souhaits de chacun utilisateur, on aboutit littéralement à des centaines, même maintenant des milliers de fonctionnalités. Donc deux possibilités pour faire montrer ces fonctionnalités à l'utilisateur. Soit vous faites quelque chose qui ressemble à ça. Hein, ça c'est le poste de commande du Concorde, hein, pour la petite histoire. Peu importe. Mais bon, plus sérieusement, c'est pour frapper les esprits, mais voilà, c'est l'enjeu qu'ont les développeurs. Et c'est aussi pour vous dire le pourquoi du changement d'ergonomie entre 2003 et la vague 2007-2010. Mais vous voyez un peu ce challenge, c'est que, voilà, comment représenter ces centaines de fonctionnalités? Sachant que les fonctionnalités, moi je n'en aurais besoin en tant qu'utilisateur en fonction de mon profil et en fonction de mon moment, de mon contexte d'usage. Donc cette méthode, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, n'est pas forcément la bonne. C'est en gros ce qu'on avait jusque dans les générations de bureautique 2000, XP 2003, avec des menus qui sont même à plusieurs niveaux et toutes les fonctionnalités qui se cachent dans les niveaux. Et ça ne fait pas forcément la satisfaction de nos utilisateurs, et c'est pas forcément facile de leur expliquer qu'on leur change de version si on leur dit juste, bah vous inquiétez pas, il y a encore plus de fonctionnalités, mais elles seront perdues dans les menus. Alors c'est difficile après, même si le déploiement techniquement est réussi, le succès du projet derrière n'est pas forcément là facilement. Donc le choix qui a été fait par Microsoft, c'était ces fameux rubans que vous avez vu apparaître en 2007, qui en fait changent simplement légèrement. Il n'y a pas de changement flagrant en 2010, hein, c'est, j'allais dire, du côté graphique que ça se passe. Rubans dont le rôle, c'est justement de répondre à ce vaste sujet. C'est-à-dire comment montrer au bon moment à l'utilisateur, et le bon moment c'est même à la limite la position du curseur dans un document, comment lui montrer seulement les fonctionnalités qui ont un sens. Voilà. Et à la limite, faire en sorte de lui faire découvrir des fonctionnalités qui sont légèrement périmètre de son contexte. Parce que ça aide à l'auto-apprentissage de l'utilisateur. Vous voyez, c'est un sujet qui est d'ailleurs assez passionnant, hein, sur les interfaces utilisateurs. Mais une fois qu'on a expliqué ça à nos utilisateurs, j'étais en fait lundi à expliquer ça à des utilisateurs dans une organisation française. Là, d'un seul coup, en termes les directions informatiques, finalement, montrent à leurs utilisateurs qu'elles ont compris leurs problématiques et que si on leur met à jour en Office 2007 ou 2010, c'est pour répondre à ces besoins très diversifiés. Et ils le comprennent beaucoup mieux. Donc voilà un petit peu tout ça. Alors, autre axe, j'ai en terminé là-dessus, si après vous voulez bâtir une sorte de business plan ou expliquer le rôle de la bureautique, on a souvent tendance à dire, à tort, que la bureautique est une commodité. Quand on passe un tiers de son temps sur la bureautique en tant que professionnel, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une commodité. Et en fait, on mesure généralement cette valeur selon 3 axes. Je ne m'attarde pas trop là-dessus parce qu'on va passer à des aspects plus techniques, mais c'est juste pour culture générale. Hein. On parle de son coût de possession. Donc on va s'attacher à baisser le coût de possession, c'est le coût d'acquisition, le coût de maintenance et d'opération. Donc on va aller vérifier les outils. Donc, ici, dans cette session, on va voir les outils dont on dispose pour abaisser ce coût de possession. La pertinence, deuxième axe, c'est la pertinence des services offerts. Donc voir si ça correspond au métier des gens. Et la troisième axe, c'est la qualité perçue par l'utilisateur, l'angle satisfaction. Parce que quand on est satisfait d'un outil, on l'utilise d'autant mieux. Hein. Et donc on crée de la valeur finalement pour l'entreprise ou l'organisation.
Donc le dernier axe, d'ailleurs, est vraiment pas facile à mesurer. Hein. Bonne chance pour aller le mesurer. En gros, vous avez comme capacité de faire des enquêtes utilisateurs et on s'en sort à ce niveau-là. Mais voilà, c'est vraiment les trois axes et là, c'est important. Et sur le troisième axe, on va augmenter dans 2010 la valeur par l'apparition du ruban. Par exemple, pour ceux d'entre vous qui sont en 2003, le ruban rend plus accessible toutes les fonctionnalités et de fait augmente progressivement la satisfaction perçue par les utilisateurs. Voilà. Alors, au passage, j'ai mis, vous voyez, des petites transitions sympas. Bon, c'est pas ce qui va justifier forcément une migration vers Office 2010, hein, de faire des ondulations dans les diapositives quand on passe dans les slides. Néanmoins, ça peut être assez sympathique. Voilà, donc finalement, si on veut résumer après cette présentation de pourquoi la bureautique évolue et comment présenter la valeur à nos utilisateurs, voilà un peu les trois axes, et je vais vous démontrer 2-3 éléments pour montrer et illustrer un peu tout ça. La valeur de la version 2010 d'Office, c'est suivant ces trois axes. Un axe qui est de l'ordre du collaboratif, hein, travailler mieux ensemble, donc comment rester connecté avec d'autres interlocuteurs. Deuxième axe, c'est comment donner de la force à vos idées. Les acronymes sont un petit peu marketing, mais il y a toujours, c'est toujours la force aussi du résumé qui est derrière. Donc ce qu'on entend ici, c'est comment être efficace, mais dans le même temps, sans appauvrir mon travail. C'est-à-dire en faisant des choses de qualité. On parle de qualité du travail ici. Donc je vais vous prendre des exemples en termes, par exemple, de création de présentations, en termes de documents. Vous allez voir qu'il se passe des choses assez intéressantes, ou en termes d'analyse, pour reprendre encore le thème du décisionnel. Et puis le troisième axe d'Office 2010, c'est bien sûr la mobilité, et là aussi je vais m'expliquer dans un instant. Voilà. Donc sur le travailler ensemble, différentes fonctionnalités apparaissent. L'idée, c'est pas forcément de vous présenter ça, puisque c'est quand même on va plutôt s'attarder tout à l'heure sur les outils techniques, mais vous pouvez retenir ici sur les fonctions de co-authoring, ce qu'on appelle le co-authoring, un mot pompeux, mais pour dire que maintenant, c'est dans cette capacité d'ouvrir en simultané des documents. Donc un document qui est par exemple dans un gestionnaire de fichiers, 2 utilisateurs ou 3 ou 4 peuvent l'ouvrir en simultané et travailler réellement en même temps sur le document. Voilà, ça peut être aussi un scénario intéressant. Des éléments d'efficacité dans Outlook, dans les présentations aussi des trucs sympas que je vais vous montrer. Et puis côté sécurité, là aussi je vais vous montrer des choses. Donc par exemple, graphiquement, vous voyez, quand on parle de co-authoring, c'est de dire je clique sur un document en tant qu'utilisateur, ce document il se charge, et puis à droite et à gauche, suivant quel utilisateur on est, on voit si le voisin est en train de l'éditer par des petits systèmes de bulles, d'infobulles comme des commentaires dans la marge, et on voit dans quel passage le voisin est en train de travailler. Donc on y associe en plus des fonctionnalités de présence électronique, si l'envie vous vient justement de rentrer dans ce vaste monde des communications unifiées qu'on avait évoqué hier. Autre possibilité sur un autre outil qui évolue pas mal, qui est PowerPoint. Alors ça a des aspects techniques aussi, hein. On va essayer nous aussi de garder ça en tâche de fond. Donc cette possibilité fonctionnelle, c'est de pouvoir ouvrir une présentation et de pouvoir derrière bien la diffuser, faire en fait comme un screencast, comme une diffusion comme un slideshow, mais sur Internet, pour des personnes qui à l'autre bout seraient avec un navigateur. Donc là, c'est une fonctionnalité standard de PowerPoint. Alors côté présentateur, c'est le mode présentateur. Vous voyez, côté utilisateur, on ouvre une URL qu'on nous envoie par mail, par exemple, et puis on participe au diaporama de l'autre côté. Et le flux passe par des serveurs Microsoft, mais c'est des serveurs techniques. J'allais dire, il n'y a pas d'enregistrement des présentations et des diaporamas. Donc notez quand même, éventuellement, si vous avez des problématiques de sécurité, il pourrait être intéressant pour vous, après avoir, c'est votre droit, de désactiver ce type de fonctionnalité. La possibilité existe parce qu'on a de quoi régler ce qu'on appelle les stratégies, donc des outils pour régler les stratégies autour d'Office 2010. Donc sur donner la force à vos idées, hein, cette idée de faire du qualitatif avec la bureautique, là aussi 2-3 éléments. On peut même faire maintenant de la retouche de vidéo dans PowerPoint. Bon, voilà. Côté analyse, il y a beaucoup de choses. À la limite, je vais vous montrer 2-3 éléments en démonstration. Et puis dans Backstage aussi, l'interface en fait technique de Word, d'Excel, on fait pas mal de choses. Côté vidéo, je vais vous montrer en live, mais cette possibilité d'insérer des vidéos dans une présentation pour les rendre plus riches,
et puis même de découper les vidéos, par exemple, pour ne prendre qu'une partie de la séquence. On peut retoucher les images aussi. Voilà, et dans Excel, alors ça intéressera notamment chez vous pas mal de personnes qui sont effectivement aux finances ou dans le milieu bancaire, bien sûr, beaucoup plus de population. C'est des fonctionnalités d'analyse avec ce qu'on appelle les sparklines, ces notions qu'on voit ici à droite, que je vais vous montrer en démonstration, de pouvoir faire une sorte de petits croquis rapides à côté de chacune des lignes pour montrer des tendances. Hein, ou également les slicers, qui sont sur la partie gauche, la possibilité de naviguer sur des données qui sont un peu volumineuses. Voilà. Alors juste avant de continuer, je vais vous montrer 2-3 éléments là-dessus pour illustrer, puis après on passera aux outils techniques. Donc pour parler d'Excel, mais là encore c'est aussi pour vous armer finalement, pour faire comprendre à vos utilisateurs l'intérêt de ce type de ces nouvelles versions. Vous voyez sur ce type de tableau très laid, on peut pas dire on peut pas faire plus laid, je pense, plus basique. Ça on pouvait le faire depuis très très longtemps. Par contre, si en tant qu'utilisateur on vous demande de visualiser les tendances. Ouais, on aime bien les vélos finalement dans ces open door, vous remarquerez. Quelles sont les tendances dans les ventes de vélos? Eh bien, en fait, ce que vous pouvez faire dorénavant, c'est, par exemple, mettre ce qu'on appelle du formatage conditionnel en français. Donc dire, par exemple, je vais mettre un système de feu rouge, feu vert. Voilà. Et même si je prends beaucoup de recul par rapport à mon poste de travail, je vois bien la tendance. Ça, c'est des petites fonctionnalités, j'allais dire, qui paraissent, pas secondaires, mais justement qui paraissent de l'ordre de la cosmétique et qui pourtant transforment littéralement le tableur. Le tableur, qui en fait est un outil avec des cellules et puis on pouvait faire quelques calculs, devient d'un seul coup un outil d'analyse très très puissant. Et j'ai même pas parlé encore des fonctionnalités Power Pivot, enfin Pivot Table dont on a parlé ce matin. On est même en amont de ça, mais vous voyez la richesse de ces types d'outils. Alors pour parler également des slicers, les sparklines, pardon, c'est un acronyme barbare. En fait, sparkline, c'est quoi? C'est cette possibilité de dire, bah tiens, par ligne, je vois bien les chiffres, mais moi, les chiffres, ça ne me parle pas, j'ai les yeux qui se croisent, j'en peux plus en tant qu'utilisateur. Pensez aux yeux de vos utilisateurs. Eh bien, ici, on va rajouter des sortes de petits graphes. On va prendre cette petite place sur le côté. Voilà. Et puis, on indique finalement la tendance par ligne. Voilà. Ça rajoute des fonctions de graphes, mais un bon dessin vaut mieux toujours que de longs discours. Donc, vous voyez, c'est des fonctionnalités qui, là encore, renforcent le rôle d'outil d'analyse. Côté, pour terminer sur Excel, imaginez que vous ayez aussi ce type de scénario, un tableau de faits, et puis il faut représenter ou répondre à une question de fond. Par exemple, ici, on demande à l'employé, est-ce que vous pourriez me dire, s'il vous plaît, s'il n'y a pas des différences de salaire hommes-femmes par catégorie d'agents? Admettons qu'on soit dans un secteur public et que la RH se pose des questions et veuille vérifier ce type de tendance. Donc ici, l'idée, c'est les tableaux croisés dynamiques, outil qui existe depuis quelques versions, bien sûr, mais sur lequel Microsoft a travaillé en termes d'ergonomie. Donc la fonction est devenue très très simple. Comme j'aime à le dire hier, il faut toujours cliquer OK dans ce genre d'outil. Il faut faire confiance à l'outil en tant qu'utilisateur. Donc l'idée, c'est maintenant de dire très simplement, pour répondre à la question, j'allais dire, high level, stratégique, c'est de dire, on m'a demandé d'analyser les salaires, donc je vais mettre en valeur salaire, et puis on m'a dit que c'était selon 2 axes, catégorie et le sexe des agents, voilà. Et j'ai la réponse à ma question, excusez-moi mesdames, mais ici dans mon exemple totalement virtuel, on voit qu'il n'y a pas de différence de salaire homme-femme par catégorie d'agents. Mais on voit que par rapport à mon point de départ, qui était des tableaux de chiffres froids, j'allais dire, et abscons, on arrive d'un seul coup à une représentation graphique d'une question de l'ordre de l'analyse poussée. Et ça, c'est ce genre de choses fait vendre la bureautique auprès de vos utilisateurs. Et littéralement, là, on a la valeur ajoutée de la nouvelle version de la bureautique. Bon, je quitte Excel parce que ce n'était pas l'idée forcément d'y rester très longtemps. Je vous montre juste, avant de reprendre le cours de la présentation, je vais vous montrer un autre exemple. Cette fois-ci dans PowerPoint. On va montrer des choses de l'ordre du cosmétique, mais je préfère parler de qualité de rendu ici. Imaginez par exemple que vous souhaitiez insérer une vidéo. Donc on a la possibilité d'insérer assez rapidement. Voilà. Donc je peux retailler bien sûr ma vidéo. Et puis en fait là, seules les minutes qui sont au milieu m'intéressent.
eh bien, je vais pouvoir faire là, c'est une interface en anglais, je suis désolé. Normalement, c'est marqué retailler la vidéo, je crois quelque chose d'assez parlant pour nos utilisateurs. Et en cliquant sur cette option, vous avez possibilité de mettre très simplement des petits curseurs pour choisir quel est le bon moment de la vidéo que vous voulez afficher à l'écran. Donc, c'est des petites choses, mais qui renforcent le rôle là aussi d'un outil très particulier qui est cet outil de présentation. On peut présenter pas simplement du texte maintenant, ou des idées, mais aussi des contenus multimédia. Alors, finalement, on est là aussi pour se détendre. Hein, donc, imaginez que vous vouliez aussi retoucher des photos. C'est à la fois de l'ordre de la cosmétique, mais aussi, voilà, c'est des fonctionnalités assez intéressantes. Imaginez cette petite figure. Vous souhaitez en fait reprendre que le smiley qui rigole, et puis mais le détourer. Pas besoin d'être un pro de Photoshop hein, maintenant. J'ai enlevé ce cadre. Il suffit de double-cliquer dessus. Et il y a une fonction pour enlever le fond. Voilà, puis détourer la photo. Alors, par exemple, je vais prendre ce petit smiley. Voilà. Tac. Voilà, donc maintenant, je peux mettre sur la tête du monsieur, par exemple, le petit smiley. Voilà, donc ça fait des présentations très intéressantes. Vous voyez, on est totalement dans le monde du professionnel, là. Hein. Voilà. Donc, plus sérieusement, vous voyez que très rapidement, on parle d'efficacité. Mais est-ce que ça ne vous est jamais arrivé, justement, de devoir mettre même une seule petite image dans une présentation, et puis le fond, par contre, n'est pas forcément très propre, et vouloir le détourer, le truc tout simple, où voilà, ça donnerait de la signification à ce qu'on veut dire, mais on n'arrive pas à le détourer. Le fait d'avoir ces petites fonctionnalités simples dans l'outil de présentation, ça nous sauve. Voilà. Ces deux petites démonstrations, juste pour vous dire qu'il y a de quoi fouiller pour argumenter auprès de nos utilisateurs et justifier les différentes évolutions de la suite. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, en plus, ça a un impact d'ailleurs aussi en termes de déploiement, puisqu'on parle de mobilité. Il y a la possibilité maintenant d'utiliser Office partout. Alors partout déjà parce que Office 2010, Windows, j'allais dire, fonctionne et utilise abondamment toutes les technologies liées notamment au post-Windows 7 et profite par exemple du Direct Access qui permet d'accéder à distance à un intranet même si on n'a qu'une seule connexion Internet, donc sans ouvrir de réseau privé virtuel. Mais vous avez maintenant la bureautique en ligne, Office Web App. Alors, Office Web App, pour en parler un peu brièvement, Office Web App, donc c'est des composants techniques qui sont hébergeables, je dis bien hébergeables, par vous-même dans SharePoint. Donc vous pouvez techniquement les installer sur une base SharePoint. Il suffit d'avoir un SharePoint Foundation, donc la version 2010 en fait des systèmes de Windows SharePoint Services, pour ceux d'entre vous qui connaissent. Donc vous installez un SharePoint Foundation et vous pouvez disposer des Office Web Apps pour vos utilisateurs. Deuxième possibilité, c'est de mettre dans les nuages. Et dans les nuages, ici, il y a notamment le cloud public, mais on peut imaginer dans votre contexte plus particulièrement le cloud privé. Donc en termes d'applications, hein, vous avez Word, Excel, PowerPoint, OneNote, et en termes de choix de déploiement, ça peut être intéressant en fonction des typologies d'usage. Si vous avez des réflexions autour de la mobilité, puis vous dites non, moi j'aimerais quand même pas autoriser par exemple l'installation ou qu'on me force la main sur l'installation d'un Office 2010 sur des postes que je ne maîtrise pas forcément, vous pouvez parer à ce type de risque en disant je vous installe, je vous mets à disposition des Office Web App avec une exposition par exemple sur Internet ou suivant des modalités que vous choisissez. Ça vous fournit quelque part une nouvelle corde à votre arc, les Office Web App, pour prolonger les scénarios d'usage dans situation de mobilité. Un élément qui apparaît aussi dans la bureautique, qui est appréhendé pour penser aux différents déploiements, SharePoint Workspace. Si vous êtes vous avez déployé SharePoint, donc intranet, eh bien la capacité de faire en sorte que vos utilisateurs puissent prendre du contenu de l'intranet, le télécharger localement sur leur poste pour travailler en situation de mobilité. Il peut être de bon ton d'investiguer ce type d'outil, sachant que les modalités de déploiement de cet outil sont complètement assimilées à Word, Excel, PowerPoint. On est dans de l'Office Pro Plus ici, 2010, dans lequel se trouve ce SharePoint Workspace. Et c'est un outil assez puissant justement pour les scénarios de travail collaboratif. Alors voilà, les Office Web App, un petit schéma pour le dire. Hein. Soit on les installe, ce qu'on appelle les Américains appellent on-premise, donc sur site en français. Donc techniquement du SharePoint 2010. Il faut quand même, pour les utiliser, je le signale, quand même une licence Office 2010 en volume. C'est-à-dire que vous ayez acquis soit Office standard, soit Office Pro Plus 2010 pour donner le droit à vos utilisateurs d'utiliser Office Web Apps. Donc, ou alors dans les nuages. Et puis Office Mobile,
Donc Office Mobile aussi, il faut se dire qu'on a cette capacité de le déployer. Alors pour vous, pas trop de problèmes de déploiement si vous choisissez du Windows Phone 7 qui va arriver d'ici quelques mois, puisqu'il est directement dans le système d'exploitation Windows Phone 7, donc l'utilisateur profite, certes sur un facteur de forme beaucoup plus petit de la bureautique, mais néanmoins elle est là, hein. PowerPoint, Excel, Word, OneNote et SharePoint Workspace même. Et puis donc également supporté sur Windows Mobile 6.5, et auquel cas il est disponible sur le marketplace de mobile de Windows Mobile. Alors, on va voir maintenant différentes réponses aux problématiques IT dans Office 2010. Donc côté gestion des risques, on va avoir différentes gestions des risques au sens du, je vais dire, technique. On va pouvoir travailler sur 3 axes ici, et il y a des nouveautés sur 3 axes. Il y a un axe sécurité qui va rejaillir un petit peu sur nos utilisateurs. Donc je vais vous montrer les fonctions de sécurité qui rejaillissent sur les utilisateurs. On a un axe contrôle de l'information, je vais être plus précis d'ici quelques temps. Et puis on a un axe conformité également. Conformité qui se joue essentiellement, d'ailleurs on va pas le développer trop ici, mais qui se joue essentiellement par la synergie d'Office 2010 avec SharePoint 2010. Puisque SharePoint 2010, il y a, comme on disait hier en session plénière, d'énormes fonctionnalités en termes de gestion de contenu d'entreprise. Et dans la gestion de contenu d'entreprise, il y a la gestion d'enregistrement et la conformité, pour mettre des stratégies de gestion du cycle de vie du document. Tout ça, bien sûr, rejaillit sur la bureautique, et vous avez d'excellents scénarios de conformité si vous choisissez Office 2010. Donc en termes de fonctions de sécurité, il y en a certaines qui vont vous impacter, que vous allez voir, d'autres que vous n'allez pas voir. Disons que globalement, pour vous donner un peu l'ensemble du sujet, il y a 4 stratégies. C'est une sorte de technique de défense en profondeur auquel Microsoft a pensé et va vous proposer en final. Premier niveau en fait de défense, c'est ce qu'on appelle durcir la surface d'attaque. Des termes bien guerriers derrière. Hein. En fait, ce qu'on appelle surface d'attaque, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas forcément confortables avec la sécurité, c'est de dire quand on a un logiciel, de toute façon, de facto, un logiciel, il est, j'allais dire, propice à des attaques, soit type ponctuelles, soit très très larges, selon la façon dont il a été développé. Si vous faites un composant, par exemple, qui est censé faire le calcul d'un prix, par exemple, un composant métier, sa surface d'attaque, ça va être de dire il est capable de répondre à une seule fonction, calcul des prix, ou peut-être il en aura implémenté une dizaine, une quinzaine de fonctions, auquel cas on augmente la surface d'attaque. Quand on a un composant, à la limite, on la maîtrise, cette surface d'attaque, parce qu'on peut la limiter au nombre de fonctions qui sont implémentées, mais quand on a un système genre Office 2010, où des composants se parlent les uns avec les autres, eh bien la surface d'attaque potentiellement croît. À la limite, ce n'est pas votre problème, hein, j'allais dire, vous, utilisateurs ou ceux qui vont déployer. Mais pour Microsoft, c'est un réel problème, parce que peut-être qu'en utilisant une des fonctions calcul de prix, de façon un petit peu fourbe, j'allais dire, quand on est hacker, eh bien on déclenche un appel à un module selon une modalité qui n'avait pas été prévue par le développeur. Et voilà, ce croisement de fonctions et d'appels entre modules dans un développement logiciel, il y a des méthodes de programmation spécifiques. Hein. On apprend à développer des codes sécurisés. Et là, il y a eu des efforts très forts faits par Microsoft pour diminuer la surface d'attaque et ensuite, parce qu'elle ne peut pas être réduite à 0, il faut quand même que le programme donne des services, eh bien, pour durcir la surface d'attaque. Donc, sur le durcissement de la surface d'attaque, c'est des principes de développement, il n'y a rien qui rejaillit sur vous. À la limite, vous le prenez et puis vous testez derrière. Et puis des fonctions de prévention d'exécution de certains codes en fonction des contextes. On va voir comment ça rejaillit d'ailleurs dans une démonstration. La réduction de la surface d'attaque, c'est tout ce qui est blocage de fichiers, charger des fichiers. Il y a un scénario qui va revenir très souvent, vous verrez. C'est le chargement d'un fichier dès lors qu'il ne vient pas d'un lieu sécurisé ou considéré comme sécurisé par Office 2010. Il va le charger en mode sandbox, bac à sable, et l'utilisateur va le savoir puisque un bandeau va apparaître sur le haut de la suite bureautique. Je vais vous le démontrer, ça. Et toute cette surface d'attaque peut être gérée par vous, c'est-à-dire que vous allez choisir de déployer telle ou telle fonctionnalité. On a renforcé les méthodes de déploiement qui apparaissaient déjà sur Office 2003. Donc visualisation protégée, je vais vous le démontrer également sur le pondérer les risques, isolation de processus, utilisateur informé de ses décisions. On n'est plus à la bonne époque, j'allais dire, on peut en parler maintenant, il y a péremption, d'Office 95-97, dans lequel, quand vous ouvriez un fichier, par exemple, avec une macro, donc il y en a beaucoup quand même, on vous demandait, est-ce que vous êtes sûr que cette macro est sûre?
en gros. Comme si un utilisateur savait si une macro était sûre. Donc, là, on n'est plus dans ce type de responsabilisation où l'utilisateur, en fait, il sue dès lors qu'il voit ce genre de message, il se dit j'ai une grosse responsabilité, mais on le protège en amont. Donc, visualisation en mode protégé, ça consiste à ça. J'ai pris une copie d'écran justement ce matin. Je vais chercher n'importe quel document sur Internet, chose qu'il ne faut pas faire, mais voilà, je l'ai fait, j'ai pris le risque. Vous allez chercher un document sur Internet ou c'est peut-être aussi un document qui vient de votre messagerie. Vous recevez un message avec de l'extérieur, un message avec un attachement, en imaginant donc qu'il est passé les barrières des antivirus anti-spam. On peut là aussi déjà avoir une stratégie de défense en profondeur assez intéressante, mais imaginons qu'il soit sain. Quand même du fait qu'il n'est pas forcément totalement sûr, ce que fait Outlook, ce que fait Office 2010 maintenant, c'est ça, je ne sais pas si vous voyez très bien, pour ceux d'entre vous qui sont en haut, il va afficher en mode protégé, d'ailleurs c'est affiché normalement, c'est indiqué, l'utilisateur le sait, c'est affiché en tant que tel, mode protégé, et ça se traduit en fait par ce message en orange léger, ici, dans lequel on prévient que ce fichier provient d'un emplacement Internet et peut présenter un risque de sécurité. Alors, il peut cliquer pour plus d'informations, l'utilisateur, on va lui expliquer pour les risques, blablabla, et il peut ensuite, derrière, activer la modification du fichier, mais on l'a averti en amont. Donc quand on clique sur activer la modification, on a ce type de message, de fichier qui apparaît, le fichier apparaît, on a cette fois-ci le ruban qui s'affiche ici, mais on est toujours en lecture seule. Il va falloir qu'il fasse une sauvegarde locale, et donc auquel cas il passera dans les fourches codines de l'antivirus local, donc on voit qu'on est dans des modes très très protégés. Toujours sur ces axes gestion du risque, contrôle de l'information, j'avais indiqué que c'était un des axes, ça se traduit par deux fonctions qui sont assez importantes, et je vais tout de suite vous le démontrer. Inspecteur de documents et vérification d'accessibilité. Ça paraît bien sévère tout ça. En fait, vous allez voir qu'il n'en est rien. Imaginez, voilà, qu'on télécharge un document. Bon, alors on est dans un document tout à fait standard, avec il y a des petits schémas, il y a quelques titres et autres. Premier réflexe, premier souci qu'on peut avoir, c'est de dire, moi dans mon organisation, on produit des documents, certains sont amenés à sortir de l'organisation, et je ne veux pas prendre de risque de perte de confidentialité. Je veux m'assurer que ce qui sort, eh bien, ce sont des documents qui ne contiennent que ce que je vois moi à l'écran en tant que relecteur. J'ai validé ce que je vois, et je ne tiens pas à ce que les petits malins, quand ils recevront ce document à l'extérieur, puissent accéder à des données qui auraient été oubliées, type marque de révision par auteur, des textes cachés, les champs des propriétés. Je ne sais pas, dans les propriétés, il y a une propriété personnalisée qui pourrait donner des mauvaises idées à un hacker, des données XML techniques, des choses comme ça. Donc c'est là que notre ami inspecteur de documents va être intéressant. Et limite, n'oubliez pas d'éduquer vos utilisateurs sur ce type de fonctionnalité parce que, bon, en termes de sécurité, de confidentialité, donc l'impact est important. Vous avez ici, vous voyez, dans Info, le menu, dommage que sur cette interface ce soit en anglais, vérifier les problèmes, et dans lequel vous avez notre inspecteur. L'inspecteur se cache ici. Quand on le démarre, en fait, il va inspecter le document sur plusieurs axes, les commentaires, marques de révision, version de document, annotation, et il a la capacité de vous proposer d'enlever tout, supprimer tout. Il y a eu quelques scandales, il y a dans quelques pays comme ça, de documents sensibles qui sont sortis où on s'aperçoit qu'en fait, les marques de révision sont là, et il suffit d'afficher l'historique des révisions, et on a parfois des commentaires qu'il aurait fallu éviter de faire sortir. Juste pour vous le rappeler, mais par exemple ici, vous voyez, hop. Alors j'avais fait 2-3 justement. Vous voyez ici, j'avais fait une révision par auteur, donc là j'ai marqué en particulier, j'avais effacé 7 engagés pour mettre au présent. Mais si un utilisateur par mégarde avait ce type d'affichage, ce que permet Word, parce que parfois pour relire un document, on souhaite dire oulala, je me perds dans toutes les marques de révision, je veux voir ce que ça fait quand on met le résultat final. Imaginez, il est relecteur, il lit ça, il dit bon bah le document est prêt, je peux l'envoyer à l'extérieur. Oui, sauf qu'en fait, il y a des marques de révision encore. Notre inspecteur, dans ce cas-là, est très important, inspecteur de documents. Donc ça, c'est le premier outil que je vous ai indiqué de contrôle de l'information. Il y en a un deuxième qui est assez intéressant, c'est le vérificateur d'accessibilité. Donc, on va préciser tout de suite de quoi il s'agit. Dans certaines organisations, ou certaines organisations se sont montrées très soucieuses de ça, c'est tout ce qui concerne l'accès aux personnes handicapées aux outils de l'information. Donc, il y a différentes techniques qui sont
proposés par le système d'exploitation, et puis d'autres qui sont, merci mademoiselle, d'autres qui sont proposés par l'applicatif. Eh bien, maintenant, ce vérificateur est là, hein, et je demande de démarrer, et vous voyez qu'il est assez convivial pour l'utilisateur. Ici, sur mon document, on voit que j'ai mal travaillé, hein, il n'est pas très accessible, mon document, parce que, par exemple, et là, j'ai plus qu'à cliquer sur ce qui m'indique dans le volet Office, sur l'image qui s'appelle image 1, eh bien, je n'ai pas mis de texte alternatif. Si un handicapé visuel va passer sur ce document et se demande ce qu'est le document, normalement, les lecteurs audio vont pouvoir lire le texte alternatif pour qu'ils comprennent de quel graphique il s'agit. Je l'ai pas documenté, le graphique, au sens texte. Donc, un narrateur audio ne pourra pas expliquer à la personne malvoyante de quoi il s'agit. Donc, en termes d'accessibilité, là, c'est un manque. Vous voyez, donc à l'avenant, il y a 2-3 éléments, donc on ne va pas les détailler, mais ce vérificateur vous permettrait de construire des contenus totalement accessibles, et donc un point qui peut être, selon vos contextes, assez important. Hop, on n'est pas là. Alors, sur la réduction des coûts de gestion applicative, on est toujours dans les problématiques IT, on a vu la gestion des risques avec les différents aspects. En termes de réduction des coûts de gestion applicative, combien me coûte mon poste de travail, on parle de coût total de possession du poste de travail. Là aussi, on va travailler sur plusieurs axes, notamment je reviens brièvement sur la performance. On imagine, on avait vu différents chiffres qu'on passait pas mal de temps sur la messagerie. Donc si la messagerie, pardonnez-moi l'expression, mais rame, c'est de la perte de temps pure pour l'utilisateur. Donc en termes de coût de possession, on est impacté directement. Là, donc, vous pourrez noter dans un coin de votre esprit que dorénavant, Outlook est beaucoup plus rapide. Alors ce qui était mesuré et qui est partagé ici avec vous par Microsoft, démarrage au moins 25% plus rapide que Outlook 2007, téléchargement jusqu'à 30 fois plus rapide des nouveaux messages, et arrêt en moins de 10 secondes sur des configurations moyennes de poste de travail. Donc voilà. Des éléments qui, cumulés quand on a 100 000, 10 000 utilisateurs sur tous les jours de l'année, peut commencer à chiffrer, compte tenu du taux horaire d'un employé. Le travail qui a été fait également par Microsoft, c'est parce qu'il y a une tendance du marché, on parle de messagerie ici, c'est que les boîtes aux lettres, les tailles s'accroissent. Alors je ne sais pas si chez vous, vous en êtes à des boîtes aux lettres à plusieurs gigas, c'est pas encore forcément très déployé, développé comme usage, mais ça arrive, notamment à cause de nos nuages qui nous proposent des boîtes aux lettres de 25 gigas. Donc la tendance va arriver dans vos organisations si vous implémentez des serveurs de messagerie en intra. Mais dans ce cas-là, vous allez être confronté à des problèmes de performance liés aux clients. Donc sachez-le, dans Outlook 2010, maintenant, passage de 20 à 50 gigas des PST. Je ne sais pas, ça vous fait peut-être peur aussi dans le même temps quand je dis ça, parce que gérer des PST de 50 gigas, c'est peut-être pas forcément une chance pour un responsable informatique. Capacité à gérer des boîtes aux lettres de plusieurs gigas. Là aussi, on parle de performance, pas d'une capacité intrinsèque, déjà Outlook 2007 le permettait, mais là on parle de performance dans la gestion de ces boîtes aux lettres, quand on glisse et on déplace des dossiers, quand on fait des actions en tant qu'utilisateur. Donc voilà, performance pas mal dans Outlook 2010. Si on parle maintenant des outils dont vous pouvez bénéficier pour vous documenter, comprendre beaucoup plus et maîtriser le déploiement, là, j'allais dire, on pourrait y passer 2-3 jours. Donc vous n'avez pas forcément le temps, vous avez peut-être d'autres choses à faire. J'aurais qu'une première phrase à vous dire, on va détailler quand même quelques-uns de ces outils, c'est aller voir le site TechNet. Il y a un portail complet sur Office 2010 dans le site TechNet. Vous tapez technet.microsoft.com/office, et là, tout est bien rangé, tout est bien présenté. Donc il n'y a pas de l'information fragmentaire partout sur les sites, tout est sur le site TechNet. Alors, vous y retrouvez notamment le Resource Kit, qui est, j'allais dire, le sac à dos de l'IT Pro, le sac à dos du responsable informatique en charge de l'Office 2010, dans lequel vous retrouvez la totalité des documentations et outils, et la plupart des outils techniques. Donc, parmi ceux qui nous paraissaient importants de préciser, alors excusez-moi de cette liste, mais néanmoins on va la détailler. Vous avez tout d'abord le Microsoft Office Compatibility Pack pour les applications. C'est un outil très important, bien sûr, parce que quand vous faites un déploiement d'une nouvelle suite bureautique, à moins que vous ayez une stratégie du type Big Bang, auquel cas tout le monde part en fin de semaine et revient le lendemain et les postes sont mis à jour en Office 2010,
si le cas concret, vous avez plutôt un déploiement progressif, il y a fatalement des notions de gestion de format qui seront à gérer. Puisque vous le savez, notamment, depuis la version Office 2007, on fait apparaître dans la bureautique les formats OpenXML. OpenXML qui sont des formats de bureautique, donc comme leur nom l'indique, XML. Pour maintenir une compatibilité, vous pouvez très bien imaginer des scénarios dans lesquels, si vous êtes mixte Office 2003, Office 2010, pendant le temps de la migration, vous verrouillez le format de stockage comme étant en standard celui d'Office 2003. Comme ça, on verrouille les problèmes de compatibilité. Et puis, quand tout le monde a été déployé en Office 2010, eh bien, vous déverrouillez cette possibilité et vous actionnez le sauvegarde en format XML. C'est une première possibilité que l'on a. On peut piloter ça très finement. À savoir également, pour être tout à fait franc avec vous, qu'il y a également une petite différence de format entre Office 2007 et Office 2010. Oui, monsieur ? C'est le pack de... 1, 2, 3. Il faut réinstaller le pack de compatibilité sur les différents postes, en fait. Il est fourni, alors soit comme pack isolé, vous téléchargez sur technet.microsoft.com/office le pack de compatibilité isolé, soit il est dans le resource kit. Mais c'est un outil, j'allais dire, indispensable, parce que pour compléter ce que je disais, même entre Office 2007 et Office 2010, il y a un léger changement de format. Il ne faut pas le négliger. Et d'ailleurs, pourquoi il y a un changement de format? Vous allez me dire que c'est de l'OpenXML. Oui, sauf que depuis ce temps-là, l'ISO est passé par là. C'est-à-dire que Microsoft s'était efforcé depuis 2006 environ à standardiser son format OpenXML en disant l'intérêt c'est que ce soit un format ECMA pour l'Europe puis ISO au niveau mondial. Et l'ISO a dit d'accord, mais donnez-nous la propriété du format OpenXML. Donc d'ailleurs il y a un sous-comité qui porte le nom très poétique de sous-comité SC34 pour la petite histoire qui s'occupe de ça, qui s'occupe maintenant de faire vivre OpenXML. Et le problème que l'on a nous à gérer derrière, c'est que l'ISO a dit moi je souhaite retoucher légèrement le format OpenXML. Et donc a fourni entre 2007 et 2010 une nouvelle version d'OpenXML, qui est réellement le format ISO, et c'est ce qui est implémenté dans Office 2010. Alors tout ça, c'est, j'allais dire, presque du blabla pour nos utilisateurs, n'empêche qu'on doit faire attention aux légères différences de format, d'où le pack de compatibilité qui est vraiment clé. Si vous ne l'utilisez pas, vous faites une migration 2007-2010, vous aurez quelques petits appels au helpdesk. Par exemple, des diapositives dans PowerPoint qui passent moins bien, ce genre de choses. C'est surtout PowerPoint qui va être impacté. Rien de dramatique, mais si on veut vraiment être totalement précis et vraiment bien border les risques, il faut absolument veiller à ça. Donc ce premier outil est indispensable, j'allais dire, pour piloter vraiment le format standard de vos documents dans l'entreprise. Là, avec ça, vous pilotez très très finement, et ça se passe très bien avec le recul, puisqu'il existait déjà dans Office 2007. Il y a eu beaucoup de grandes organisations qui ont déployé de l'Office 2007 en maîtrisant complètement ça, de dire on reste dans le format 2000-2003 jusqu'à ce qu'on souhaite passer en OpenXML. Oui, monsieur ? Oui. Là, il n'y a pas eu de changement énorme, c'est le même principe. Il y a pratiquement le même principe. Le changement qui peut apparaître, c'est si vous adoptez SharePoint 2010, il y a de nouvelles opportunités pour piloter tous ces bases access. Il y a de nouvelles possibilités qui apparaissent, qui sont en fait les services access. Même si notre sujet ici, c'est Office 2010, n'empêche, on parle de données ici. Il faut savoir que dans SharePoint 2010, les services access permettent de dire maintenant, je veux recentraliser le pilotage de toutes mes applications access, et donc je demande, alors soit vous le pilotez à distance, mais je vais réenregistrer l'ensemble de mes applications access en centrale dans SharePoint. Et après, on webise, le mot n'est pas très joli, mais on webise l'accès aux applications access, elles sont toutes hébergées et donc pilotées dans SharePoint. Donc ça peut vous aider à justement baisser aussi le coût de possession de tout ce parc applicatif, si vous le souhaitez. Cette option de centralisation des applications est assez intéressante. Bon, ça nécessite SharePoint 2010, mais néanmoins, c'est intéressant de le noter et de l'investiguer. Autre outil que vous avez, c'est
Alors des outils qui permettent de personnaliser l'environnement Office, c'est le deuxième. Je ne vais même pas dire son nom en anglais parce que c'est des acronymes qui vont nous écorcher les oreilles. Vous avez bien sûr le Microsoft Deployment Toolkit, donc Update One. La notion de Update One est très importante parce que ce sera lui qui permettra un déploiement en utilisant les technologies de virtualisation applicative dont je vais vous retoucher 2 mots. Mais c'est en quelque sorte un outil qui vous permet de packager vraiment le déploiement et de gérer les composants qui vont être déployés avec les modalités d'installation précises. Vous avez l'Office Environment Assessment, donc c'est une analyse de l'environnement existant, et puis différents autres outils. Je vais tout de suite les montrer sous forme d'un graphique qui vous résume un peu comment utiliser tous ces outils-là, qui, je le répète, sont aussi compilés dans le Resource Kit. Vous avez ici, dans la logique en fait, de penser une migration, d'abord la nécessité de faire un audit système. Ce qu'on appelle l'audit système ici, c'est de faire un inventaire des applications Office, donc en fait toutes les macros qu'il peut y avoir à droite à gauche, hein, en substance. Vérifier tout ce qui est niveau matériel, niveau logiciel. Hein. Ensuite, des suggestions de mise à jour clés qui peuvent se faire jour par rapport à cet inventaire. Et ensuite, une synthèse d'une proposition pour le déploiement. Donc tout ça, toute cette démarche progressive, c'est cet outil-là, Microsoft Assessment Planning Toolkit, dont le nom apparaissait précédemment. C'est cet outil-là qu'il faut utiliser en numéro 1, hein, dans la première logique. Vous voyez, c'est 3 phases. Première phase, celle-ci. Cet outil-là qui vous fait cette phase d'inventaire et des suggestions, des mises à jour en préambule de toute migration. Deuxième phase de notre planification de migration, c'est en utilisant en fait OMPM, un outil donc, qui est en fait dont le nom complet est donc Office Migration Planning Manager, qui lui va vous permettre de scanner des documents, notamment nos formats de présentation PowerPoint, pour voir les différences fonctionnelles. Donc si vous souhaitez utiliser le pack de compatibilité, vous n'allez pas l'utiliser en aveugle, mais par le biais de cet outil-là, que vous faites tourner par exemple sur des file systems sur lesquels il y a tout un patrimoine documentaire, eh bien, en sortie, vous allez voir les différences, les problématiques que vous pourriez avoir de format, autour des formats. Donc, identification des éventuels problèmes macro avec une analyse de code. Donc, il est très complet, hein, au MPM. Par rapport, il existait dans les versions précédentes d'Office. Là, il y a une refonte assez importante de l'outil. Il est très, très sympa. Migration ensuite des fichiers Office vers les formats OpenXML. Ça peut être automatisé aussi. Pourquoi pas, hein, si vous souhaitez. Ça aussi, votre stratégie va dépendre de vous. Alors, il faut savoir que ça peut être intéressant parce que entre les formats bureautiques d'avant 2007, donc binaires, les formats binaires, et maintenant, il y a globalement quand même des gains de taille, ne serait-ce que ça, des gains de taille assez impressionnants, notamment pour les présentations PowerPoint. Donc si vous avez des problèmes de place disque sur vos gestions de fichiers, ça peut être intéressant à considérer aussi, de dire on industrialise la migration de ces formats documentaires. Alors peut-être le faire après le déploiement quand même, tant qu'à faire. 2 minutes. C'est pas beaucoup ça, 2 minutes. Ça fait pas beaucoup de secondes, je vais me dépêcher. Et donc, troisième étape dans notre logique de migration, c'est la compatibilité applicative. Donc, c'est d'aller plus loin. On va marquer les applications compatibles. Quand il y a quelque chose qui va nous permettre de migrer sans problème, il faut quand même le remarquer. Donc, il y a cet outil qui va permettre de le marquer. Hein. Donc, OEAT. Et puis, un audit complet du code des macros avec des commentaires qui peuvent être mis même automatiquement par les outils pour vous donner des suggestions de migration. Mais globalement, parce que là, derrière, vous pourriez très bien avoir peur en vous disant « Ouh là là, mais si on doit passer tous ces outils, c'est qu'il doit y avoir une somme de problèmes colossales. » Sachez que ce n'est pas du tout vrai. Hein. Moi, j'avais fait un inventaire pour un client l'année dernière, un industriel français, et on s'apercevait qu'en gros, le seul impact sur lequel il faut faire attention, c'est dans Excel, tout ce qui tourne autour des graphes. Parce que, comme je vous l'ai dit très brièvement tout à l'heure, le modèle objet a changé récemment, et suivant les méthodes de développement de macros antérieure à la version 2007, pour une migration Office 2010, il y a effectivement du code à retoucher, mais en gros, à part tout ce qui tourne autour des développements de macros pour les graphes, on n'a pas trop de problèmes quand même sur la migration. Mais néanmoins, comme ça, vous avez, comme l'expression populaire, on a la ceinture et les bretelles. Pardonnez-moi, c'est pas très technique comme approche, mais ça conforte quand même sur les possibilités de migration. Alors, je vous ai parlé d'ABV, c'est l'acronyme pour virtualisation d'application, les technologies de virtualisation applicative de Microsoft. Il nous paraissait important d'en parler ici, parce que c'est une nouveauté, une nouvelle opportunité de déploiement qui s'offre à vous. Hein. Donc, nouvelle modalité. Alors, pour résumer de quoi il s'agit, en fait,
de façon générale sur la virtualisation, et en particulier la version applicative, l'idée c'est de dire ce qui coûte parfois, ce qui coûte parfois en termes de déploiement, de gestion d'une plateforme, c'est le fait que les différentes couches adhèrent quelque part les unes aux autres. Donc si on les isole les unes des autres, on peut les maîtriser beaucoup plus facilement. C'est le principe de la virtualisation, hein. Et notamment quand on parle de virtualisation applicative, c'est de dire c'est la couche applicative qu'on virtualise, on la rend beaucoup plus indépendante. Il y a un niveau d'abstraction par rapport au système d'exploitation, et si on a ce niveau d'abstraction, quelque part, on peut déporter rapidement, déployer ou annuler le déploiement de ces applicatifs. Donc dans l'offre Microsoft, les technologies de virtualisation applicative s'appellent APPV, d'accord, sont intégrées à MDOP, enfin une offre qui s'appelle MDOP, Microsoft Desktop Optimization Pack, hein, qui est disponible à toutes les grandes entreprises, les organisations qui ont des contrats de licence en volume et qui utilisent la software assurance. Donc vous avez derrière tous ces outils et donc APPV. Et nous, en termes de déploiement Office, ce que ça va nous permettre, c'est d'assouplir vraiment le déploiement en disant je veux pouvoir déployer sur tel poste de l'application et puis pendant une durée finie, par exemple. Ou si je veux cumuler le déploiement sur le même poste de 2 versions de la bureautique, sans avoir à gérer de problématiques de compatibilité entre les versions bureautiques, il y a des cas de figure où ça peut arriver. Hein, vous les mettez ensemble, mais la totalité d'Office 2003 ou XP avec du 2010, eh bien vous pouvez faire ce genre de choses avec APPV. Voilà, donc encore, pensez-y, une petite opportunité de déploiement dans des contextes un peu particuliers. Ça peut être intéressant d'utiliser ça. Alors, dernière parenthèse que je pourrais faire ici, on parle parfois aussi de VDI. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont intéressés par ce type de modalité de déploiement. Le VDI, c'est le Virtual Desktop, donc le poste de travail virtualisé, mais aussi consolidé au sein d'un data center. Bien, dans le cas de figure qu'on a ici, on va utiliser APPV pour industrialiser le déploiement de l'applicatif Office au sein des machines virtuelles hébergées dans le data center, enfin au sens intégré du terme. Eh ben c'est parfait. Donc il va y avoir un maximum de personnes. Voilà. Vous allez voir donc plus en détail ces technologies-là, mais on parlait de corde à notre arc. En fait, si vous pensez, vous pensez aux méthodes de déploiement, par exemple de la bureautique, qui est le sujet d'aujourd'hui, de la bureautique 2000, 2002, enfin XP 2003, pensez que maintenant elles sont toujours possibles en étant améliorées, mais que vous avez d'autres nouvelles modalités qui apparaissent pour mieux calquer sur des problématiques d'entreprise qui peuvent être très variées à droite à gauche. Voilà, pour aller plus loin, puisque je crois que mes 2 minutes sont passées depuis à peu près environ 4 minutes, on vous encourage à déployer, utiliser, à tester un prototype, un pilote, tester tous ces outils. techted.microsoft.com/office, vous avez tout ce qu'il faut. Tester les problématiques de format, les différents outils de déploiement, de maîtrise de votre déploiement. Donc voilà, ça se passe bien et vous verrez qu'il n'y a aucun problème. OfficeITPro.com, en fait, c'est une URL plus courte, mais qui vous remet sur le site TechNet. Voilà. Comme ça, c'est plus facile à retenir. Et donc, ça me donne l'occasion de rebondir sur la session qui a lieu après. Prenez connaissance des avantages de la software assurance, parce que notamment, nous avons tout ce qui concerne le VDI, la APPV et différentes technologies qui sont associées à la software assurance et qui, en pratique, peuvent vous fournir des nouvelles modalités de mise en œuvre de la bureautique. Voilà, sur ces ressources, vous retrouvez aussi effectivement sur les différents sites Microsoft, pour les développeurs, MSDN, Microsoft Learning aussi, bien des contenus de formation, et pour ceux d'entre vous qui, encore une fois, ont des accords entreprises, notamment, vous avez accès aussi à un certain nombre de contenus de formation. Donc vraiment, il y a une foultitude d'informations, aussi bien pour vos utilisateurs que pour vous, professionnels de l'informatique. Voilà, j'en ai fini avec 2,3 minutes de retard, je suis désolé. Je vais maintenant laisser la parole, en espérant qu'ils sont dans la salle, aux partenaires Microsoft. Non, ils ne sont pas dans la salle. Bon, écoutez, je pense que vous pourriez les retrouver dehors dans les stands. Mais on rappelle qu'on les remercie ici encore une fois de façon à avoir sponsorisé cette session. Merci à vous.